Parlons d'Europe. Jacques Osler. Jacques Osler, bienvenue. Bonjour Jean-Louis. Nouveau numéro de Parlons d'Europe. Et aujourd'hui, vous avez envie de nous parler de Jean-Claude Juncker et surtout de ce livre blanc qui vient d'être publié. Et oui Jean-Louis, le 1er mars 2017, la Commission européenne a publié un livre blanc sur l'avenir de l'Europe. Ce livre est intitulé « Réflexions et scénarios pour l'Union à 27 à l'horizon 2025 ». Alors pourquoi cette initiative de Jean-Claude Juncker ? Eh bien, Juncker a voulu saisir l'opportunité de la célébration du 60e anniversaire de la signature des traités de Rome, le 25 mars 1957, pour lancer un processus de refondation. Alors, le terme fait débat. Certains voudraient se contenter d'une adaptation. Enfin, peu importe, refondation de l'Union européenne pour lui permettre de survivre en relevant les défis tant internes qu'externes qui se concentrent devant elle. Il s'agit d'un processus qui s'étalera dans le temps, au moins pour déborder les élections françaises et allemandes, mais aussi pour favoriser un débat le plus large possible, au niveau national, régional, local, entre dirigeants et citoyens, pour que ceux-ci soient éclairés par d'autres publications monographiques émanant de la Commission dans les semaines qui viennent. L'objectif de Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission européenne, son objectif était d'instituer le communiqué commémoratif du Conseil européen à 27 à Rome, de l'instituer en décision des dirigeants européens de relancer la construction européenne et de marquer ainsi leur volonté de maintenir leur unité malgré les différends et les fragmentations qu'on a pu observer jusque-là. Pour ouvrir le débat et non le fermer d'emblée, Juncker propose un spectre large de modèles de fonctionnement possibles, 5 scénarios, sans en privilégier aucun in limine litis, comme on dit en latin, c'est-à-dire en début de débat. Du moins officiellement, car il a fait à Louvain-la-Neuve une confidence publique sur son choix personnel, le scénario 3, soit l'Europe à plusieurs vitesses. Il se réserve de rendre public son choix lors de son discours sur l'état de l'Union en septembre 2017, soit en amont du Conseil européen, qui devrait arrêter ses lignes d'action vers l'horizon 2025, qui seront soumises ultérieurement aux européennes de 2019. Nous devons, nous les Européens, partager la même problématique au même moment, sortir des flux du quotidien et de l'urgent pour nous élever vers l'important, l'essentiel, le durable. Les objectifs de long terme se renouvellent au fil des générations, Jean-Louis. Ayons donc une vision large, hiérarchisée, structurée et relativisée. Il nous faut saisir l'avenir par la pensée pour orienter le présent par une action ainsi éclairée. Cette démarche s'inscrit en réponse aux circonstances et surtout aux interrogations des opinions publiques et des électeurs. Elle constitue l'instrument qui peut contribuer à réduire le déficit démocratique par une participation délibérative, bien sûr, si chacun se mobilise pour saisir cette opportunité. Revendiquer sans bouger ou bouger sans revendiquer, il faut choisir. Voilà une occasion d'exercer notre liberté, de débattre, de nous éclairer mutuellement, de participer et de choisir sans nous abandonner à la seule représentation élue, une abdication citoyenne en quelque sorte. Là, j'insiste un peu lourdement sur la démocratie représentative. Pourtant, j'y suis toujours favorable, à condition que les citoyens informés, attentifs, contrôlent leurs élus via des associations comme le Mouvement européen Lorraine, par exemple. Alors, cette démarche s'efforce aussi de créer un événement. Un événement pour étendre la sensibilité à l'Union européenne au-delà des seuls initiés, qui, eux, s'y intéressent en permanence, y pensent et en discutent. Un événement pour clarifier les choix à exercer, pour mettre en scène la refondation à intervenir et lui assurer une audience la plus ample possible. Un événement aussi pour maintenir une unité dans l'adversité, et notamment dans les négociations machiavéliques à intervenir avec le Royaume-Uni. Et enfin,
pour faire pression sur les dirigeants nationaux qui sont en fait les vrais décideurs européens. Alors Jacques, pourquoi un tel choix ? Eh bien Jean-Louis, nous n'allons entonner ni Te Deum, ni Requiem, mais plutôt Veni Creator. Oui, l'Europe a aujourd'hui besoin que souffle l'esprit. C'est un point de convergence des Européens lucides et clairvoyants sur le diagnostic d'actualité, mais c'est aussi un point de divergence sur les thérapeutiques à retenir, divergence sur les visions souhaitables, compliquée d'une divergence sur les cheminements possibles, d'où le recours à l'esprit. Après 60 ans d'existence, le bilan de l'Union européenne est contrasté. Une première mi-temps, jusqu'en 1992, date du traité de Maastricht, qui est un succès. Une seconde, jusqu'à aujourd'hui, qui est en demi-teinte. Et puis ensuite une prolongation qui, si un ressaisissement, un nouvel élan, une vigoureuse adaptation ou une véritable refondation n'interviennent pas, menace de dégénérer en échec. Le bilan contrasté ne mérite donc pas un Te Deum. Le Requiem serait prématuré, mais nous avons besoin de l'esprit, de lueur et de vigueur. Alors si l'on reprend, les succès de la première phase s'appellent réconciliation, rédemption pour l'Allemagne, pacification, démocratisation, intégration économique, lorsque l'intégration économique n'était qu'un détour pour accéder à l'intégration politique. Succès d'ailleurs servi par le contexte international, guerre froide, Suez, décolonisation. Ensuite, les demi-teintes de la seconde phase, qui commence bien et qui finit mal, ce sont la réunification de l'Allemagne et du continent dans la paix et la stabilité. C'est la création de la monnaie unique, mais c'est aussi un élargissement sans approfondissement préalable. À l'affectio societatis limitée, mal préparée, mal acceptée. C'est aussi une mondialisation et une financiarisation néolibérale sans régulation qui transforme l'Union en idiot du village planétaire qui ne sait pas défendre ses intérêts contre les dumpings agressifs. C'est aussi la crise économique qui en résulte et frappe l'Europe plus longtemps et plus durement que d'autres continents. Les défis du sombre avenir sont bien connus. Sécurité, défense, prospérité à retrouver, planète et indépendance à préserver. Au-delà des défis externes, le défi majeur, Jean-Louis, est interne. Il consiste en la défiance croissante des Européens, non pas des europhobes perdus sans espoir, mais des eurosceptiques à reconquérir. Sinon, le Requiem deviendra de circonstance. Il faut savoir écouter et entendre les protestations pour redémarrer sainement. Nous avons déjà évoqué ces défis et attentes dans nos chroniques précédentes, et ils font l'actualité politique. C'est pourquoi le processus Juncker est le bienvenu. Bienvenu pour structurer les réflexions, coordonner les délibérations autour des problématiques et des solutions possibles. Bienvenue aussi pour animer un espace public européen, judicieusement articulé avec un calendrier électoral complexe et délicat. Et Jacques Oessler, voyons maintenant, si vous le voulez bien, les 5 propositions faites par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Juncker as usual. Oui, Jean-Louis, c'est le premier scénario, s'inscrire dans la continuité. Alors, pour le décrire, l'Union européenne s'attache à mettre en œuvre son programme actuel de réforme, qui était présenté justement par Juncker au Parlement européen le 14 juillet 2014. Les priorités demeurent les 10 axes de progrès, c'est-à-dire notamment l'emploi, la croissance et l'investissement, le développement de la monnaie unique et l'intégration des marchés de capitaux. La lutte contre le terrorisme s'intensifie, la coopération en matière de défense s'approfondit, mais la gestion des frontières extérieures demeure de la compétence des États membres. Des résultats sont obtenus, mais la capacité à réaliser les promesses n'est pas suffisante. Alors, mon appréciation. Le statu quo, c'est le plus facile, mais c'est le plus insidieux. Il sauve les apparences, maintient une unité de façade, mais enterre les désaccords sans trancher et n'intègre aucune inflexion pour résoudre le plus important et le plus dangereux. Il évite le délitement immédiat,
mais ne prépare pas une survie future. Jacques Osler, s'inscrire dans la continuité, soit, mais aussi rien d'autre que le marché unique. Pour paraphraser Boris Johnson, ex-maire de Londres, le rêve du Brexiteur. Et oui, Jean-Louis, ce deuxième scénario aurait tout à fait convenu à nos amis britanniques. Il n'y a pas de volonté commune de travailler sur l'immigration, sur la sécurité ou sur la défense. Il comprend des allègements réglementaires tous azimuts, au prix cependant d'une distorsion progressive de la protection du consommateur, des normes sociales, des normes environnementales et de la fiscalité. Les divergences croissantes attisent la vulnérabilité de la monnaie unique. Les contrôles aux frontières nationales deviennent plus systématiques. Et un reflux systématique vers le national et le bilatéral s'observe en matière d'accords commerciaux, de migration, d'aide au développement, de changement climatique et de fiscalité. Ce scénario, c'est rien que le marché unique. Dans mon appréciation, c'est un scénario dégradé, étriqué, à minima, à l'anglaise, sans volonté, une sorte de résultante par défaut. Sans capacité d'agir collectivement, on s'oriente vers un retour progressif au national. C'est plus facile à comprendre, mais moins efficace collectivement. En fait, c'est un repoussoir, Jean-Louis. C'est l'amorce d'un détricotage souverainiste. Jacques Osler, il y a également ceux qui veulent plus et qui font plus, un petit peu à l'image de Giscard, pro-Europa. Et oui, Jean-Louis, c'est le contenu de son livre Europa. Alors ce scénario, c'est une ou plusieurs coalitions de pays volontaires qui apparaissent pour collaborer dans des domaines spécifiques, comme la défense, la sécurité intérieure, la fiscalité, les affaires sociales. Les pays s'accordent sur les modalités juridiques et budgétaires de leur collaboration, y compris en s'appuyant sur le cadre existant, comme ce fut le cas pour Schengen et pour la zone euro. La zone euro coopère notamment en matière fiscale et sociale. Les coopérations industrielles et technologiques se renforcent. Des questions se posent quant à la transparence et à la responsabilité des différents niveaux de décision, mais le système de décision est efficace et l'écart entre les promesses et les réalisations se réduit. Alors, l'appréciation. Ces coopérations renforcées débrideraient les volontés des plus allants, qui ne seraient plus piégés par l'inertie paralysante de l'unanimité. Les plus volontaires constituerait une avant-garde dans des champs spécifiques pour que ceux-ci soient plus nombreux. Ces coalitions resteraient ouvertes à tout pays qui voudrait la rejoindre pour ne pas créer de clivage vexatoire et irréversible. L'avant-garde précède, mais elle n'exclut pas. Des pays tièdes refusent ce principe. Ils préfèrent ralentir le convoi plutôt que de risquer de devenir périphériques. L'intérêt national particulier l'emporterait-il, Jean-Louis, sur l'intérêt européen général? Le maintien de l'unité, notamment lors de la négociation du Brexit, ne doit pas se payer d'un renoncement au noyau dur qui finirait par transformer les eurosceptiques en europhobes pour la perte de l'Union. Il faut savoir hiérarchiser ses priorités et trancher entre des inconvénients. Un suivi attentif et sourcilleux d'une opinion éclairée pourrait redonner le courage nécessaire aux dirigeants nationaux les plus pusillanimes. Il convient toutefois d'exclure toute Europe à la carte, source de désorganisation, de dispersion et de dilution du sentiment de solidarité. Enfin, le Brexit, d'une part, les tentations de fragmentation de l'autre, me semblent conduire inéluctablement à une Europe par cercles concentriques. Il serait judicieux d'anticiper la structure d'accueil. Parlons d'Europe. Jacques Osler. Jacques Osler, il reste encore 2 points à voir dans les propositions faites par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, faire moins de manière plus efficace. Et oui, Jean-Louis, et ça correspond à peu près au scénario de Védrine converti à l'Union européenne. En quoi consiste-t-il ? Il s'agit de mettre l'Union à 27 en situation d'agir plus rapidement
et de façon plus décisive dans des domaines prioritaires de son choix. Utiliser des instruments renforcés permettant une application directe des décisions collectives, d'où une multiplication d'agences à action directe, gestion des frontières, gestion de l'asile, conduite de projets d'investissement choisis. En revanche, retrait de l'Union dans des domaines où l'action collective présente moins de valeur ajoutée ou bien où elle n'est pas en état de tenir ses promesses. Des contrôles sont rebasculés sur les États et l'Union ne définit plus que des minima réglementaires dans certains domaines. La zone euro continue d'être renforcée toutefois. Il s'ensuit une répartition plus claire des responsabilités entre les différents niveaux pour mettre fin à l'accusation de bureaucratisme excessif, d'interventionnisme tatillon et d'identifier les centres effectifs de décision sans possibilité de constituer des boucs émissaires. Que peut-on en penser ? Ce modèle, plus dépouillé dans sa structure, plus concentré sur ses cibles, plus efficace dans la réalisation de ses promesses, doit favoriser la reconquête des eurosceptiques. C'est approximativement la refondation que propose Hubert Védrine, après une pause pour créer une attente, suivie d'une renégociation sanctionnée par un référendum. Ça, c'est son dernier bouquin. Cette décantation me semble intéressante, en complément du scénario 3, que je préfère, mais elle me semble viciée par deux erreurs. Dans son analyse, Védrine hypertrophie le cerveau gauche des Européens. Il les présume attentifs aux actions de l'Union européenne. Or, la presse française est d'une discrétion extrême sur l'initiative de la Commission, comme d'habitude. Qui a entendu parler des sujets qu'on aborde aujourd'hui, Jean-Louis ? Comment les Français seraient-ils sensibilisés dans ce contexte ? L'euroscepticisme est trop fondé, dans la même analyse, sur des motivations rationnelles. Motivations estimées rapidement convertibles par une démonstration pertinente. Or, concernant l'Europe, le cerveau droit, siège des passions, de l'imaginaire du sentiment d'appartenance à une communauté politique. Le cerveau droit joue un rôle déterminant, par trop sous-estimé. Ce cerveau droit, il lui faut des séductions et il faut lui laisser du temps. Comme disait Mitterrand, il faut laisser du temps au temps. En outre, prendre le risque de modifier des traités, d'engager des référendums à enjeux politiques et stratégiques majeurs dans le contexte actuel relève d'un Cameron au cube. On a vu les résultats. Aucun politique ne devrait prendre de tels risques inconsidérés. Et heureusement. Un tel modèle peut inspirer une réflexion à maturer lentement, mais aussi un comportement immédiat. C'est d'ailleurs le cas de la Commission européenne et de son président. Jean-Claude Juncker a spontanément et pertinemment d'emblée anticipé, malgré toutes les réticences autour de lui. Et alors là, bravo. Jacques Oessler, dans ce numéro de Parlons d'Europe, nous évoquons tous les points proposés par Jean-Claude Juncker. On en arrive au cinquième, faire beaucoup plus ensemble. Eh oui, Jean-Louis, c'est le cinquième scénario. Alors là, c'est du Verhofstadt et Cohn-Bendit réunis. 2 eurodéputés, ou en tout cas, anciens eurodéputés. En quoi consiste ce scénario ? C'est mettre en commun davantage de pouvoir, davantage de ressources et des processus décisionnels dans tous les secteurs. C'est renforcer la zone euro, accélérer la rapidité de décision et d'application. En résumé, plus vite, partout. Alors, qu'en penser ? Eh bien, c'est une utopie fédéraliste exacerbée, irréaliste et suicidaire, à l'encontre des attentes majoritaires des Européens. C'est pas souhaitable, c'est improbable et c'est impossible. Jacques Oessler, que dire en conclusion ? Eh bien, Jean-Louis, l'Union vit un moment historique critique. Son avenir est en jeu, soit pour le meilleur, soit pour le pire. Cela fait consensus. Les diagnostics convergent et les propositions foisonnent. Ainsi, on a pu observer les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs se réunir à Rome le 9 février 2016, il y a déjà un an. Ils se sont réunis pour convenir que l'anniversaire à intervenir devait être mis à profit pour relancer la construction de l'Europe. C'était une partition historique, puisqu'avec 6 pays,
mais une partition déjà. En février 2017, le Parlement européen adopte, à la suite de 3 rapports, 3 résolutions quant à l'avenir de l'Union européenne. La première, pour préconiser de tirer tout le parti du traité de Lisbonne, ce qui n'est pas encore fait. Et là, ça révèle que la limite n'est pas juridique, mais qu'elle est politique. La deuxième propose une réforme ambitieuse des traités. C'est fantasmatique. La troisième, plus raisonnable, propose les voies et moyens de renforcer la zone euro. Ce faisant, le Parlement européen entend ainsi clarifier son positionnement dans le débat. En mars 2017, les chefs d'État et de gouvernement des 4 pays les plus importants, Allemagne, France, Italie, Espagne, se sont réunis à Versailles pour se concerter en amont du Conseil européen de relance à Rome. L'Europe à plusieurs vitesses est incontournable. Mais il faut ménager les susceptibilités, notamment les réticences du groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie. Donc, pas de déclaration commune, mais 4 déclarations coordonnées cependant. Voyez, Jean-Louis, pertinence politique et subtilité diplomatique se sont retrouvées à Versailles. Enfin, à Rome, le 25 mars, les 27 proclament en chœur, voire à contre-cœur pour certains, qu'il faut renforcer l'Union, défendre ses valeurs et ses intérêts, ça c'est important, les intérêts, si nécessaire, à des rythmes différents. Et enfin, qu'il faut écouter ses citoyens en respectant notamment le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le principe qui dit que les décisions doivent être prises au plus près des gouvernés. Le moment est critique. Nous vivons en quelque sorte le 3e acte de la tragédie classique. L'intrigue est nouée au cours des 2 premiers actes, et voilà que le dénouement s'annonce. Jean-Claude Juncker a, depuis son élection, joué un rôle moteur dans l'adaptation de l'Union à son temps, par la structure de sa commission, par son programme en 10 axes, par sa dernière initiative de réforme que l'on évoque aujourd'hui. Les élections françaises seront déterminantes quant au recouvrement par la France d'une crédibilité économique pour prétendre relancer le moteur franco-allemand, clé de toute adaptation de l'Union. Il nous faut retrouver un projet européen qui allie raison et passion. Ce petit cap de l'Asie, comme disait Paul Valéry, qui a su constituer une civilisation des plus raffinées et humanistes du monde, ce petit cap qui a joué les premiers rôles pendant plusieurs siècles et qui peut et qui doit encore civiliser la mondialisation et assurer la paix, la sécurité et la prospérité à ses citoyens, autant, sinon mieux, que les seuls États-nations isolés et abandonnés à eux-mêmes. Pour ce faire, il nous faut devenir des spectateurs éclairés, puis des acteurs engagés. Jacques Oessler, merci.